C'est bon? C'est peut-être un peu provo comme t-shirt, non? Bon, je vais mettre un truc plus neutre. C'est mieux. Oui, parce que le con du mois m'a valu la dernière fois une plainte pour injure et diffamation de Louis Alliot. J'en avais parlé un peu la dernière fois. Je vais peut-être en reparler rapidement. En fait, j'avais dit que c'était con de sa part, dans le cadre d'une action politique, puisqu'il est numéro 2 d'un parti politique, de se rendre en Cisjordanie avec un extrémiste sioniste proche de la LDJ pour faire l'apologie de la colonisation de Cisjordanie, qui, je rappelle, est même condamnée par l'ONU. Et que ça n'apporterait rien au Front National de se mettre à dos, on va dire, les Français de sensibilité humaniste plus les Français d'origine immigrée et musulmans. Je pense que ça s'est vérifié depuis, puisque je pense que cette hostilité affichée envers les musulmans a fait perdre Marine Le Pen à Hénin Beaumont, puisqu'elle a été battue de 112 voix, et que je sais par son entourage que c'est les vieux musulmans qui ne vont jamais voter, qui se sont déplacés pour aller voter contre elle au deuxième tour. Et par ailleurs, cette espèce de stratégie pro-sioniste qui correspond un peu à la sensibilité petite bourgeoise revancharde du sud de la France a permis de faire élire l'avocat marron Maître Collard, qui s'est empressé de dire, un, qu'il ne rentrerait pas au front, et deux, qui a même déclaré, on le mettra, qu'il détestait M. Le Pen. Voilà. Donc j'avais fait de Louis Alliot le con du mois. Je pense que c'était totalement justifié. Ce n'est ni une injure ni une diffamation, c'est un constat. Voilà. Bon, après on verra si la plainte va au bout. Mais si maintenant on va au tribunal quand on critique l'action politique d'un leader politique en période électorale, il s'en est fini de la démocratie, quoi. On verra. Voilà un métier qui fait rêver, qui fait peur aussi. Grand reporter, j'en ai une à mes côtés ce matin. Ça fait plus de 20 ans qu'on voit ces reportages sur la deuxième chaîne, Antenne 2, puis France 2. Bonjour Martine Laroche-Joubert. Bonjour. Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous partez au bout du monde comme ça? Ça fait à peu près, au bout du monde, ça fait à peu près, oui, une vingtaine d'années, un peu plus. Une dictature s'effondre ici, devant nous, la Libye. À peine la frontière avec l'Égypte franchie, le pouce levé de la victoire, des cris de joie, le nouveau drapeau et tout de même une angoisse. Sauvez-nous, sauvez-nous du carnage, nous supplie cet homme devant le portrait de Kadhafi barré d'insultes. Kadhafi a détruit le pays, les jeunes, la santé, l'économie, l'enseignement. Le massacre des innocents. Ces enfants ont été tués hier dans un village de Syrie. L'opposition accuse le régime de Bachar al-Assad. L'armée aurait bombardé le quartier, puis les Shabiha, des miliciens, auraient exterminé des dizaines de civils par balle ou à l'arme blanche. Ce qui m'a frappé dans ces révolutions, enfin aussi bien en Syrie qu'en Libye, c'est le courage des gens qui descendent. À Homs, il y a des jeunes de 20, 22 ans qui descendent dans les rues. Et quand on leur demande pourquoi, c'est pour la dignité, pour leur liberté de penser. C'est quelque chose de... C'est une vraie leçon. Oui, alors j'ai choisi Madame Laroche-Joubert, je vais regarder un peu mes notes. J'ai appelé ça, c'est un nouveau concept, ça s'appelle le salafisme fucking, qui est le nouveau concept de la bourgeoisie occidentale, qui consiste en fait à systématiquement se ranger du côté des takfiristes, c'est-à-dire des extrémistes musulmans qui haïssent l'Occident, la chrétienté, et qui veulent... revenir en arrière sur tout soi-disant nos acquis progressistes, droits des femmes, etc. Alors ce qui est marrant, c'est que toute la bourgeoisie occidentale est systématiquement derrière eux et les aide à prendre le pouvoir pour renverser, on l'a vu en Libye, on le voit en ce moment en Syrie, des régimes laïques qui protègent les minorités chrétiennes, c'est très important, et en général qui promeuvent les droits des femmes, chez Kadhafi c'était notoire. Et alors du coup, comme Martine Laroche-Joubert est l'héroïne, la grande défendresse des rebelles, ce qu'elle appelle les rebelles, qui sont jamais que des mercenaires stipendiés, des voyous payés par le Qatar pour crier Allah Akbar chaque fois qu'il y a une caméra qui se présente devant eux. Montez dans les voitures, vite, montez. L'avion s'est écrasé là-bas. On a touché l'avion.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. En Syrie, la ville d'Alep est toujours le théâtre d'intenses combats entre les rebelles et les forces régulières, des combats qui font chaque jour des dizaines de nouvelles victimes. Et faire passer les musulmans aux yeux des masses occidentales pour des dingues, des arriérés et des assassins sanguinaires. Donc je demande à Madame Laroche-Joubert si elle est totalement stupide ou totalement stipendiée, et si elle a envie demain finalement d'être lapidée, de ne plus pouvoir conduire une voiture comme en Arabie Saoudite, qui je le rappelle est une dictature au sens des droits de l'homme et de nos critères. Donc voilà, ce mois-ci, la conne du mois sera Martine Laroche-Joubert pour être, comment dirais-je, pour essayer d'aider à mettre en place un régime qui l'enverrait, à mon avis, qui provoquerait déjà la perte de ses acquis sociaux et qui pourrait même la mettre en danger en tant que divorcée, mère d'Alexia Laroche-Joubert, je le rappelle, qui fait des émissions satanistes pour Endemol. Systématiquement qualifiée de papesse de la télé-réalité dans les médias, la jeune productrice se fait connaître par le grand public dans la Starac, produite par Endemol. À cette époque, elle en est la directrice artistique, comme elle était celle du mythique Love Story. Elle est aussi à l'origine du savoureux On a échangé nos mamans, diffusé sur M6. Deux mamans échangent, mari, enfant et maison. Enfin voilà, je pose la question aujourd'hui de ce salafisme fucking généralisé de nos élites occidentales. Est-ce que vraiment ça leur plaît de mettre partout en danger la communauté chrétienne d'Orient et d'aider partout à ce que soient mis en place des régimes totalement hostiles à l'Occident, tout en nous disant par ailleurs que le salafisme et l'islam radical est la chose la plus dangereuse pour le monde. Si c'est si dangereux, pourquoi est-ce qu'ils font tout pour mettre ce genre de régime en place en Tunisie, en Égypte, demain en Algérie, hier en Libye et peut-être demain malheureusement en Syrie. C'est une vraie question à poser. C'est un nouveau concept fort, le salafisme fucking de nos élites. Il va falloir qu'on m'explique si c'est de la schizophrénie, de la stupidité ou de la haute trahison. Donc voilà. Mais qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Parce que vous ne faites pas ça uniquement pour informer, j'imagine. Vous cherchez quelque chose pour vous, non? Ce que je cherche, j'ai certainement, moi, le goût de l'aventure. Quand j'étais petite, j'ai été élevée dans le sud du Maroc, donc j'ai le goût des grands espaces. J'ai certainement ça. Ce que ça m'apporte à moi, c'est fondamental ce que ça m'apporte. Ça me nourrit. Ça me nourrit, vraiment. Bon, alors je peux être nourrie aussi par la lecture, par le cinéma, mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement violent et ça me prend tout entière. Martine Laroche-Joubert, donc ça sera la conne du mois ce mois-ci. Et d'ailleurs, la famille Laroche-Joubert est une grande famille, mais en fait, elle n'est Laroche-Joubert que par la cuisse. Comme par hasard, un peu comme toutes nos élites traîtres à la nation, elle est née au Maroc, et son nom de jeune fille, c'est Gabara. Faudrait chercher. Voilà. Bon, je vais finir sur cette petite rubrique de la conne du mois. Voilà. Martine Laroche-Joubert. Ce qui n'est pas de la diffamation ni de l'injure, c'est totalement argumenté. C'est un constat, soit de stupidité, soit comment dirais-je, rappelez-vous ma fameuse citation, un journaliste c'est un chômeur, un journaliste qui travaille c'est une pute. Voilà. Et là, on touche effectivement chez ces femmes physiquement agréables qui ont accédé à la haute bourgeoisie par la cuisse, à ce que le sociologue Michel Clouscar, qui a été mon maître, grand sociologue marxiste, appelait dans le semi-prostitutionnel comme catégorie du culturo-mondain, et ce qu'il appelait, quand il réfléchissait à cette poussée dans les années 70 de ce genre de femmes, ce qu'il appelait les putains culturels. Voilà. C'est pas de moi, c'est de lui. Voilà. Oui, moi je dis depuis le début, quel que soit l'épilogue de l'affaire syrienne, et quelle que soit la critique qu'on peut porter sur un régime autoritaire de type national et social qui était le bassisme syrien, qui n'était pas un régime gentil, mais qui correspond à la réalité politique de tous les pays du Moyen-Orient. Que ce sont des pays où il faut un leader qui, d'une poigne de fer, maintient une cohésion ethnico-confessionnelle, en général un peu en férocité, et c'est admis à la limite par tous les clans quelque part. C'est un peu à l'ancienne. S'il n'y a pas ce genre de leader et de structure puissante, le pays éclate.
comme a éclaté le Liban, comme a éclaté l'Irak, comme a éclaté la Libye et comme éclatera la Syrie si l'Empire arrive à aller au bout de son projet de destruction. Donc une fois qu'on avait bêtement critiqué l'autoritarisme du bassisme alaouite syrien, finalement, avec une vision colonialiste, c'est-à-dire de vouloir importer dans un pays qui n'a rien à voir avec le nôtre, une région qui n'a rien à voir avec la nôtre historiquement, religieusement, etc., nos petits principes de démocratie, de marché et d'opinion, ce qu'on appelle la démocratie. Donc c'est du colonialisme épistémologique, hein. Mais une fois qu'on est honnête, on savait qu'il vaut mieux Assad que quoi que ce soit d'autre si on veut que la Syrie reste un pays assez prospère, multiconfessionnel, laïque, et qui protège, dans un espèce de consensus, ces minorités, où il n'y a pas trop de bains de sang, où il y a un niveau de vie assez élevé, voilà. Et ça, c'était mon analyse. Or, le système, l'Empire nous a présenté un régime dictatorial sanguinaire, ce qui est relativement faux, qui écrasait l'ensemble de sa population, ce qui est faux, et sa population se révoltait pacifiquement par des manifestations de rue, qui étaient réprimées dans le sang. Un massacre à huis clos, ou presque. Ce sont les manifestants eux-mêmes qui, avec leur téléphone portable, filment les chars en action à Deraa, la première ville qui a osé défier le régime de Bachar el-Assad. Selon des militants des droits de l'homme, 3000 soldats et membres des forces de sécurité, appuyés par des chars et des blindés, ont pris d'assaut avant l'aube cette ville de 75 000 habitants située au sud de la Syrie. Le dernier bilan provisoire fait déjà état d'au moins 25 morts. Assad ne peut se maintenir au pouvoir que par la répression. Donc, de ce fait, il n'a qu'une seule solution, c'est la répression, la répression et la répression. En tirant sur sa population à l'artillerie lourde et à la mitrailleuse, le régime syrien parie qu'un bain de sang pourra mater la révolte. C'était totalement faux. En réalité, c'était des groupes d'extrémistes sunnites manipulés de l'extérieur au départ, qui faisaient de la provocation sanguinaire en attaquant des postes de police et en décapitant des policiers pour pousser le régime à la répression, avec derrière les médias occidentaux qui étaient là pour mentir et pour montrer la réaction à l'action. Voilà. Petit à petit, il s'est fait jour que c'était de moins en moins des manifs armés d'extrémistes syriens sunnites. C'était de plus en plus importé de Libye, payé par le Qatar sur une idéologie saoudienne, avec des conseillers militaires israéliens, anglais, américains, français et turcs. US-based military whistleblower Sibel Edmonds says Washington is siding with the opposition to force regime change. They have had this division to train the rebels there. They also help the rebels smuggle arms into Syria. It's not some kind of simultaneously uprising situation where people are rebelling and then suddenly they are mysteriously armed, and mysteriously arms are being smuggled into Syria from Turkey. Well, who's providing this arms? This is a typical CIA method. In this case, it's a joint production of CIA, MI6, Mossad, the DGSE of the French. It's got money coming from Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Qatar. I would not call this a civil war by any stretch of the imagination. I think that's a very, very misleading term in the following sense. What you're dealing with here are death squads. You're dealing here with terror commandos. Finalement, djihadistes sur le modèle Al-Qaïda, d'une internationale djihadique entièrement finalement sous contrôle, quand on regarde les médiations de l'empire américano-sioniste, pour foutre en l'air un des derniers régimes, on va dire une des dernières nations arabes issues de la décolonisation, hein, il faut le savoir. Et que finalement, tout ça correspond à un calendrier général impérialiste et impérial. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office. It says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I 7 countries in 5 years. L'Irak s'est fait
la Libye s'est fait et maintenant la Syrie, finalement ces nations arabes issues de la décolonisation, pour les faire éclater en petites entités ethnico-confessionnelles, les faire passer au niveau sociétal sous la coupe du salafisme le plus brutal, le plus violent et le plus rétrograde selon nos critères. Ce que j'appelle moi, je dis que c'est la version arabe de ce que j'avais décrit moi déjà comme ce qu'on appelait le libéralisme sécuritaire. Parce qu'il faut savoir que finalement l'Empire, après le laboratoire qu'a été l'Irak, d'essayer de faire passer l'Irak de force à la démocratie, comme d'ailleurs il l'avait fait avant pour l'Afghanistan, ont compris qu'il valait mieux laisser le sociétal finalement à un islam radical rétrograde, puisque finalement c'est un régime autoritaire qui maintient au nom de la charia le petit peuple sous une dictature finalement militaire et morale, à condition, c'est un partage de pouvoir, que le macroéconomique soit laissé à la banque et à Wall Street. Et là on le vérifie, puisque j'ai des documents qui me prouvent qu'en Tunisie, alors que la Tunisie était sortie des emprunts bancaires depuis 2007, la Tunisie vient de recontacter un énorme emprunt inutile et non nécessaire de fausses monnaies. Et donc nous avons dans tout le monde arabe, finalement, des révolutions voulues par l'empire américano-sioniste, dans l'intérêt finalement de la banque, c'est-à-dire de l'hégémonie du dollar, sur le dos des peuples et de leurs acquis, avec une alliance perverse passée soit avec les frères musulmans, soit avec les salafistes les plus extrémistes qu'on appelle les takfiristes, pour produire finalement une société libérale sécuritaire où le pouvoir via l'armée est à l'empire américano-sioniste, puisque ce sont à chaque fois les armées sont armées et encadrées par les Américains. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence avec la Syrie, qui est armée par les Russes. Et donc on a en fait une société autoritaire pilotée en douce via la répression militaire par les Américains, qui est obligée de bouffer du faux dollar de force, et pour maintenir un semblant d'autonomie nationale et surtout une paix du petit peuple, une police, je dirais, des mœurs, confiée dans un partage pervers aux extrémistes musulmans. Et c'est ça qui est en train d'être importé en ce moment en Syrie, c'est ça qui a été fait en Libye, et c'est ça ce que découvrent les idiotes comme Laroche-Joubert aujourd'hui en Tunisie, puisqu'on se plaint qu'un de nos franco-tunisiens représentants politiques s'est fait passer à tabac là-bas. La Tunisie est-elle en train de changer de visage depuis l'arrivée au pouvoir des islamistes, des Narda? Les salafistes sortent de l'ombre. Sur place, un élu français a été passé à tabac. Des traces de coups sur ses photos de vacances. Cet élu socialiste de la Sarthe n'imaginait pas rapporter de tels souvenirs de Tunisie. La semaine dernière, Jamel Garbi se promène avec sa femme et sa fille près du port de Bizerte où il est né, quand il croise une cinquantaine d'islamistes. Les vêtements d'été ne leur plaisent pas et ils s'en prennent à la famille. En short, à 12 ans, c'était un outrage. Ma femme avait un débardeur et puis un pantacourt, tout ce qu'il y a de plus banal. Et il y a eu un cri en arabe, c'était Bled Islamia, c'est-à-dire un pays islamique. Les experts sérieux, que ce soit Lugan, les gens des services français encore sur une ligne authentiquement gaulliste, l'avaient prévu, le savaient. Tout ça est une saloperie de l'empire américano-sioniste qui se fait sur le dos des petits peuples musulmans, qui se fait sur le dos des minorités chrétiennes d'Orient, qui se fait sur le dos de l'image de la France au Moyen-Orient, et qui achève de détruire toute l'image de marque positive qui était la nôtre, et à juste titre, grâce à la parenthèse gaulienne, et qui en dernière instance pousse à la haine les musulmans et les chrétiens, et est en dernière instance l'intérêt de l'Israël bien compris, voilà, avec un grand I, de l'Israël éternel, voilà. Dernière question, on sait que vous êtes très attaché à l'État d'Israël, à sa survie, à son existence et à sa vie dans la paix. Est-ce que ces bouleversements dans les révolutions arabes, et notamment en Libye, ne menacent pas la stabilité de l'État d'Israël? Attendez, je suis plus que très attaché, je suis inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Et c'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Pour digresser sur cette étrange stratégie de nos élites de systématiquement favoriser la venue au pouvoir d'extrémistes musulmans
dont un des marqueurs est d'être absolument haineux envers la chrétienté, il faut parfaitement articuler ça avec, comment dirais-je, le sionisme. Hein. C'est les sionistes qui, en dernière instance, ont intérêt à pousser à la haine entre chrétiens et musulmans, c'est-à-dire favoriser un certain islam extrémiste, takfiriste, haineux de la chrétienté, pour que les chrétiens, en retour, aient la haine des musulmans. Et on voit très bien les conséquences que ça peut avoir, notamment en France sur la réconciliation nationale, et l'intérêt que ça a pour les sionistes de tirer leur épingle du jeu, comme toujours, du diviser pour régner, et de finalement aider à un nettoyage ethnique anti-chrétien au Moyen-Orient pour se retrouver seuls face à des islamistes radicaux qu'ils auront entièrement payés en douce via les États-Unis pour les mettre en place, pour justifier après, effectivement, toute leur politique agressive et de se présenter, comme ils le font déjà sur les autobus américains, comme l'avant-garde de la civilisation face à la sauvagerie. Hein. San Francisco's Municipal Transportation Agency has a policy against political ads on its buses, but an ad being displayed now comes pretty close. Carolyn, the ad says, in any war between the civilized man and the savage, support the civilized man. And it goes on to say, support Israel, defeat jihad. Cette sauvagerie qu'ils payent, qu'ils mettent en place et qui n'est jamais dans ce masque de Janus que leur face cachée. Hein, voilà. Et d'ailleurs là-dessus, je vais en profiter pour lire un extrait de Bainville, dont j'ai fait la promotion la dernière fois pour son Histoire de France, que je vais sortir de cet excellent bouquin là qu'on va rééditer bientôt, Le monde contre soi. Hein. Voilà ce que disait Bainville du sionisme en 1937. C'est posthume d'ailleurs, il est mort en 1936. Le sionisme allumera sans doute en Palestine une hideuse guerre de religion, encore un de ces progrès à rebours que les traités auront valu au genre humain. L'Observatore Romano, donc le Vatican, signale parmi les immigrants juifs qui arrivent en nombre des fanatiques qui parlent de détruire les reliques chrétiennes. Ce n'est pas tout. Avec la guerre religieuse, le sionisme apporte la guerre sociale. Les juifs venus de Pologne, de Russie, de Roumanie réclament un partage des terres et l'expulsion des indigènes. Monsieur Nathan Strauss, le milliardaire américain, finalement comme Netanyahou, hein, dit crûment que les musulmans trouveront d'autres régions pour vivre. Admirable moyen de réunir en Asie mineure, et même plus loin, tout l'islam contre l'Occident. Voilà. Ça, c'est une phrase prophétique de Bainville qui montre bien que un des aspects du sionisme qu'il ne faut pas oublier, c'est de pousser à la haine des chrétiens dans le monde arabe. Et n'oubliez pas que le monde arabe, avant le sionisme, était une terre de coexistence des trois monothéismes abrahamiques, c'est-à-dire islam dominant, mais judaïsme et christianisme. C'est encore le cas en Syrie, cette Syrie que Mme Laroche-Joubert essaie de détruire. Hein. On a le problème des Coptes, des minorités coptes aujourd'hui en Égypte, à cause du même processus. Une église copte de la ville d'Alexandrie a été frappée par un attentat sanglant la nuit dernière. Le dernier bilan fait état d'au moins 21 morts et d'une quarantaine de blessés. L'attentat, selon des sources divergentes, aurait été provoqué par une voiture piégée ou par un kamikaze. L'église copte égyptienne est sous la menace du mouvement terroriste Al-Qaïda depuis le mois de novembre. Hein ? Et on a eu la même chose d'ailleurs dans l'Irak de Saddam Hussein. Hein, n'oubliez pas que Tarek Aziz était un ministre chrétien. Et systématiquement, le sionisme, une des buts et des conséquences du sionisme, hein, c'est les deux, c'est la destruction du monde chrétien. Il ne faut pas oublier ça. Hein, et que finalement, chaque fois que je réfléchis à l'histoire, la vraie haine du sionisme, pris au sens, je dirais, le plus mythique du terme, c'est la haine du christianisme et du christianisme authentique, qui est d'abord le catholicisme et ensuite la religion orthodoxe. Hein. On ne parlera pas de la religion réformée qui, elle, a été, malgré les écrits de Luther, a été totalement rachetée et retournée progressivement pour devenir finalement une antichambre et un judaïsme de substitution. Hein, voilà. La crise due au libre-échange ne fait que commencer. Oui. C'est vrai que le président de la République élu va être confronté à une aggravation immédiate. Oui. Et ce que je pense qu'il va se passer, c'est que ce Parti socialiste qui a pas mal évolué, et Hollande qui est un type intelligent, sera conduit à des attitudes plus radicales, et c'est ce que j'ai fait, c'est l'hypothèse d'un 1983 à l'envers, où on arrive avec un programme modéré, et ensuite on prend, les mesures qu'il faut, face au libre-échange, face à l'austérité allemande, etc. Et surtout, je dis qu'après le déshonneur
qui est son face-à-face avec Philippot, qui, à mon avis, qui est pour moi quelque chose d'important. On le ressortira. Je pense qu'il y a le ridicule qui va lui tomber sur la gueule bientôt, parce que quand il prétend en plus que le Front National est fini, parce que Hollande a réussi à réconcilier la gauche avec le mouvement ouvrier. Ce qui est vraiment significatif de l'élection actuelle, c'est la reconquête lente du monde ouvrier par le Parti socialiste. Il faut être un sociologue stupide ou un menteur, un malhonnête et un lâche pour jouer ce petit jeu. Et surtout quand on voit ce que Hollande va prendre dans la gueule et ce qu'il va faire dans les mois qui viennent, je pense que Todd là a mangé son pain blanc. Il va vraiment se ridiculiser. Voilà. Il se passe exactement ce que j'avais prévu. Donc c'est bien finalement ce qui fait la qualité de mes interventions, c'est qu'il y a toujours une prise de risque quand on spécule sur un fait ou qu'on annonce quelque chose. Et après on voit si c'est avéré ou pas, parce qu'il y a quand même ce que Lénine appelait l'éternel retour du concret. Il y a le réel, quoi, les faits. Et je me positionne surtout par rapport à finalement un demi-escroc qui est Emmanuel Todd. On peut déjà attraper par l'oreille Todd le tricheur et Todd le menteur. Je crois qu'il parlait de socialisme révolutionnaire à propos de Hollande. Hollandisme révolutionnaire en disant que Hollande ne referait pas le coup de Mitterrand. Je ferai remarquer que Mitterrand, pour passer à la rigueur, a attendu 2 ans. Hollande a attendu 2 semaines. La ratification du traité budgétaire européen prévu à la rentrée, avec sa fameuse règle d'or. Une règle qui impose aux États de limiter à terme leur déficit public à 0,5% du PIB. Ce traité, lors de la campagne, le candidat Hollande promettait pourtant de le réformer en profondeur. Chacun sait que si je suis demain le président de la République, il y aura une renégociation du traité. Il y a 7 milliards à trouver pour respecter les engagements de déficit. Ce seront des impôts nouveaux. Alors qui va payer? D'abord, vous avez la hausse du coût du travail avec la fin de la TVA sociale. Vous avez encore l'abolition du sarkozysme avec la fin des heures supplémentaires défiscalisées. Côté ménage, là ce sont les ménages les plus aisés qui vont contribuer le plus, 73%. Le reste, ce sont les classes moyennes, ce sont les salariés qui font des heures supplémentaires et ça... soit la taille de l'entreprise, ils ne payaient pas de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, ils vont en payer. Et on vérifie exactement ce que j'avais annoncé, c'est que Hollande n'a aucun pouvoir politique. Il est dans les mains effectivement de l'oligarchie européenne, bancaire et mondialiste. Toutes ces prises de position sont des prises de position de soumission à la logique bancaire. Ces positions en politique étrangère sont exactement dans la continuité de la trahison sarkozyste. Le régime de Bachar el-Assad ne tiendra pas. Sa chute est inéluctable et il faut donc en tirer les conséquences. Bachar el-Assad doit partir. Et laisser son peuple décider librement de son destin. On est dans cette alternance bonnet blanc, blanc bonnet, où 2 choses. On voit que pour faire de gauche, la seule chose que peut faire Hollande, sans rien toucher aux lois européennes, à la domination bancaire et à l'alignement de la France sur l'impérialisme américano-sioniste, la seule chose qu'il peut faire, c'est créer des postes de fonctionnaires, donc faire de la dette, ce qu'il va faire un petit peu. Deuxièmement, pour compenser, aller chercher l'argent ailleurs, persécuter fiscalement les classes moyennes, ce qui est écrit et qui va arriver. Et puis, 6e, là, c'est vraiment le baiser de Judas, c'est le forfait social sur l'épargne salariale. Alors justement, ce midi, vous voulez insister sur ce forfait social. Pourquoi? Oui, ça passe de 8 à 20%, ça fait plus que doubler. Pourquoi? Parce que ça concerne 5, 6, 7 millions de salariés. Alors, c'est un forfait qui n'est pas payé par le salarié, qui est payé par l'entreprise. Mais cette mesure va freiner l'épargne salariale, va freiner le plus bel outil de redistribution de richesse dans notre pays, et finalement va pénaliser le pouvoir d'achat de 6 à 7 millions de salariés, donc des classes moyennes. Je ne comprends pas ce choix. Alors que les classes moyennes sont finalement la classe productive et la classe démocrate. On le sait à travers toutes les études, et quand on touche la classe moyenne, on met vraiment un pays en danger. Et le plus tragique, c'est que pour cacher tout ça, pour cacher son impuissance sociale et son ralliement à la droite sociale, il fait du sociétal à travers une petite ministre idiote qui est par ailleurs un petit agent marocain, qui veut d'ailleurs, c'est marrant, comme toutes les anciennes demi-mondaines de la politique, veut interdire la prostitution ou la criminaliser. C'est un peu Marthe Richard, vous savez, l'ancienne pute qui a fait fermer les bordels, quoi. C'est-à-dire que, ça c'est une petite remarque amusante,
Et donc c'est effectivement la seule chose que nous promet finalement Hollande pour ce qui est de la gauche, c'est le mariage homosexuel et l'adoption d'enfants par les couples homosexuels, c'est-à-dire finalement quelque chose qui revient à terme à une banalisation de la pédophilie, quoi. Hein. Donc il n'y a pas de quoi s'extasier sur les premiers 100 jours de Hollande. Hein. On sait déjà comment tout ça va continuer. Hein. Mélenchon va faire son numéro de critique à la gauche de la gauche pour donner l'impression qu'il y a une opposition de gauche. 100 jours pour presque rien. C'est par ces mots que Jean-Luc Mélenchon qualifie le début de mandat de François Hollande après 3 mois de silence. Selon lui, le président de la République n'a agi qu'en surface. Hollande a désamorcé le contenu insurrectionnel du vote de la présidentielle. Il l'a dilué dans les sables des plages du Var. L'homme politique accuse d'ailleurs François Hollande de ne pas tenir le rôle de président, notamment avec l'affaire des Roms, où la politique menée par Manuel Valls est la même que celle de Nicolas Sarkozy. Ça sera du théâtre, sans doute va-t-il être lâché progressivement par les écologistes, etc., etc. Donc il va se retrouver de plus en plus isolé. Et déjà Sarkozy, on l'a totalement oublié au bout de 5 ans. On se rend compte que c'était un faux président. On nous avait parlé d'omniprésident, mais en fait c'est un ectoplasme. Hein. Il n'a jamais rien fait finalement que parler. Hein. Et il n'a jamais infléchi quoi que ce soit des dictats de l'Union européenne, comment dirais-je, de la Banque mondiale et des directives de l'OTAN. En fait, il n'a jamais rien fait, il faut être honnête. Il ne faut même pas dire qu'il ait fait quelque chose de négatif. Il n'a jamais rien fait. Et Hollande est exactement dans la même position, de l'impuissance politique totale. De toute façon, il a le physique de l'impuissance politique, il faut s'en rendre compte. Il ressemble aujourd'hui à ce qu'il est, c'est-à-dire finalement presque, je dirais, un exutoire, presque un épouvantail. L'homme qu'on pourra critiquer, parce qu'effectivement... Finalement, les politiques sont là pour qu'on les insulte et qu'on les critique, pour que les banquiers puissent se cacher derrière, le grand capital puisse se cacher derrière, les agents d'influence puissent se cacher derrière. Et je ne sais pas comment il va faire pour tenir 5 ans. C'est à peu près la question. Mais ça permet de démasquer déjà la malhonnêteté ou la stupidité d'un Emmanuel Todd. C'est-à-dire que plus la température monte, plus il faut être courageux pour oser dire la vérité sur le plan critique. Et pas parler d'Hitler, comme fait Todd à chaque fois en sautant des médiations, comme si l'Union européenne amenait à Hitler, comme si c'était la même chose, ce qui est une malhonnêteté totale. Et plus ça va, plus les demi-analystes, les demi-clercs, les demi-honnêtes hommes se retrouvent finalement face à leurs mensonges et à leur malhonnêteté. Et Todd, à mon avis, ça va être difficile pour lui de revenir avec le ridicule de l'hollandisme révolutionnaire. Il n'y aura pas d'hollandisme révolutionnaire. Todd ne pouvait que le conclure avec ses analyses qui ont précédé pendant 1 an la présidentielle et qui l'amenaient finalement au vote Marine Le Pen. Et donc s'il ne l'a pas vu, c'est que c'est soit un gros malhonnête, soit que c'est un énorme crétin. Voilà. Pas que du bien, ces liens avec Hugo Chavez. Beaucoup de gens trouvent que vous devriez, aussi avec le passé castriste. Sur ce sujet, comme sur tous les autres, je veux qu'on s'habitue au spectacle d'un homme qui ne transige pas. Hugo Chavez a gagné 12 élections sur 13. D'accord ? Ce n'est donc pas un tyran comme vous le répétez. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Il a fait diminuer la pauvreté dans son pays. Qu'est-ce que vous lui reprochez ? C'est que nous qui donnons des conseils et des leçons depuis la soi-disant riche Europe qui est de plus en plus pauvre, nous ferions bien d'aller prendre des leçons sur la manière de répartir la richesse auprès de gens qui sont aux portes des États-Unis d'Amérique, menacés continuellement. Nous sommes riches, nous sommes puissants. Et nous avons des pudeurs, des timidités. Et tout ce que nous trouvons à faire, c'est de leur donner la leçon. Oui, alors ça, c'est un petit truc que j'aurais pu oublier parce que c'est un peu déprimant. Mais nous, on avait rencontré Chavez avec Dieudonné à Damas, d'ailleurs, à l'époque. Chavez, Assad sont la main dans la main parce qu'ils sont des résistants à l'Empire. Donc pour ceux qui critiquent Assad en faisant semblant de soutenir Chavez, ce sont des tartuffes, dont d'ailleurs Mélenchon. Et on avait rencontré Chavez à Damas et il nous avait dit de venir le voir à Caracas. Il y a eu après un espèce de tir de barrage des gens qui gèrent son image pour l'Occident et qui sont toujours malheureusement ces faux types de gauche, ces sociotraîtres professionnels qui sont les trotskistes. Et donc ces réseaux trotskistes en fait
font semblant de faire la promotion de Chavez et en fait le diabolisent en douce, empêchent finalement les nationalistes révolutionnaires, les gens qui sont sur les mêmes valeurs que lui, d'accéder à lui et de faire finalement intelligemment sa promotion. Et cerise sur le gâteau, Mélenchon, pour se faire passer pour un type de gauche, est reçu par Chavez, qui malheureusement ne connaît pas très bien le dossier européen. Et là, je fais remarquer que c'est tragique finalement que Chavez reçoive Mélenchon, comme si Mélenchon pouvait se réclamer du chavisme, alors que sur tous les points essentiels, ils sont en totale opposition. Je rappelle que Chavez est un militaire, ce qui n'est pas du tout le cas de Mélenchon. Avec Mélenchon, on est dans le gauchisme. Que Chavez est un nationaliste. Je rappelle que Mélenchon est un internationaliste issu de l'OCI, c'est-à-dire du lambertisme trotskiste, qui est sans doute l'officine néo-marxiste la plus anti-nationaliste qui existe. Que Mélenchon est un maçon du Grand Orient, c'est-à-dire un anti-populaire forcené et surtout un anti-catholique hystérique, alors que Chavez s'appuie sur les petits prêtres catholiques d'Amérique du Sud et est un promoteur de la théologie de la libération. C'est un militaire, un nationaliste, un anti-impérialiste et un catholique. Et tout ça, c'est le contraire de ce qu'est Mélenchon. Je dirais, le Mélenchon d'apparence et le Mélenchon profond. Eh bien, nous avons un slogan. Pas de religion en politique. Pas de religion en politique. Pas de religion en politique. La religion est une affaire qui est dans le cœur de certains et que comme telle nous respectons. Mais elle n'a rien à faire dans l'arène politique. Misérable qui l'a ramené. Y reivindico al Cristo revolucionario, no el Cristo de los burgueses, el verdadero Cristo, el único Cristo, el Redentor revolucionario, el Cristo de los pueblos. Esta revolución, así lo digo como cristiano, es profundamente cristiana. ¡Viva Cristo el Redentor! Et c'est tragique finalement que Chavez, à cause d'un entourage pervers, se fasse manipuler et donne finalement des brevets de révolution bolivarienne à un type comme Merluchon, qui est un guignol et un faux type de gauche. Et d'ailleurs, pour dire du mal de... J'ai pas besoin de dire du mal de Mélenchon, je pense que Mélenchon, celui qui en parle le mieux, c'est Maxime Grémetz. Je m'en moque, moi, de Mélenchon. Bah non. Moi, je sais ce qu'il est. Il est pas communiste. Il est socialiste. Ok. Oui, il est changé. socialiste. Il revendique. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Moi, je l'ai vu, excusez-moi, je l'ai vu quand il a été frotté, cirer les pompes à Jospin pour avoir un petit secrétariat d'État à la formation. Ouais, il a changé depuis. Et à chaque fois, c'était le plus arrogant. À chaque fois qu'on faisait des propositions, vous, les communistes, c'est de la merde, vos amendements. Et aujourd'hui, il a changé, pourquoi? Et alors, les nationalisations, les étatisations, ou plutôt, les privatisations, qu'est-ce qu'il a dit? Il est resté dans son fauteuil, assis, il n'a pas dit moi je suis à gauche, je m'en vais, je ferme ma gueule ou je m'en vais. Donc Mélenchon, en fait, il veut profiter de vous? Bah c'est évident. Maxime Grémetz était le seul député d'origine ouvrière, c'était un authentique communiste de la tendance Marchais. Il a été totalement marginalisé par des tas de coups fourrés dégueulasses, etc. C'est un type à qui va mon respect. C'est pour ce genre de type que j'ai été au Parti communiste. Et si on veut savoir qui est Mélenchon, avec un discours authentiquement mélenchonien, parce que finalement, Grémetz est un authentique, je dirais, homme de gauche issu du peuple, Mélenchon est un acteur. Et je pense que celui qui parle le mieux de Mélenchon, c'est Grémetz. On remettra, j'ai même pas besoin de parler, on remettra 2-3 extraits de ce que dit Grémetz sur Mélenchon. C'est un malin politicien. Il n'a jamais eu au Parti socialiste ce qu'il croit devoir avoir. Là, il pense, je mets la main mise sur Marie-Georges Buffet pour commencer, après sur le Parti communiste, je suis candidat, et avec Marie-Georges Buffet, ils se sont mis d'accord pour dire, en fait. on va être au ministre. On va négocier avec les socialistes. Mais c'est lui qu'on entend dans les médias, c'est pas Marie-Georges Buffet, c'est lui qu'on entend dans les médias. Bien Mélenchon. sûr, puisque la direction du Parti communiste promeut Mélenchon. Eh ben, si ensuite il revient au gouvernement, pour avoir vos idées qui arrivent au gouvernement, s'il redevient un parti de gouvernement. Il gardera sa place comme il l'a fait la dernière fois, et il fermera sa gueule. La vérité sur Mélenchon sort de la bouche de Grémetz. Voilà. Et c'est une vérité de gauche. Il faut toujours... Les menteurs de gauche, il faut les doubler à gauche, jamais à droite. Voilà. Donc je finirai là-dessus.